conscient qu'il n'a jamais été déchu. Et nous prenons par exemple l'article 8 de la loi 93-668 du 9 août 1993 relative au Parlement et aux partis et aux groupements politiques. Cet article dit ceci: les membres fondateurs et les dirigeants des partis et groupements politiques doivent être de nationalité ivoirienne et jouir de leurs droits politiques et civiques. Le président Laurent Gbagbo est notre président du PPACI. Il agit ex qualité et est notoirement connu comme tel. Donc, on ne peut pas jouir des droits civiques et politiques pour une situation et en être privé pour une autre. Le président du Conseil stratégique et politique du PPACI s'est également prononcé sur l'arrestation d'Ibrahim Zighi, cyberactiviste proche du parti. Âgé d'une trentaine d'années, Zighi a été interpellé par la police le 1er septembre. Selon le PPACI, son arrestation s'est faite après la diffusion virale d'une vidéo dans laquelle il appelait à la mobilisation lors de la validation des candidatures. C'est-à-dire une vidéo dans laquelle il appelle les Ivoiriens à sortir de façon pacifique, portant les drapeaux de la Côte d'Ivoire, pour aller le 10 s'asseoir dans les maquis pour écouter les délibérations du Conseil constitutionnel. Si telle est l'information qu'on nous donne est vraie, est-ce que cela est suffisant pour interpeller ce jeune homme-là dans ces conditions? Donc nous dénonçons cette énième arrestation qui dénote l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons. Après Gala Colibri, après quel autre cyberactiviste, mais laissez les gens s'exprimer dans ce pays. C'est leur droit. La déclaration de Katina Koné survient à 8 jours de la publication officielle des candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Le PPACI continue ainsi de réclamer la réintégration de Laurent Gbagbo et des autres candidats à la présidentielle du 25 octobre 2025, marquant une étape clé de sa stratégie politique. Pour mieux comprendre leurs différentes positions sur la thématique évoquée. Messieurs, un débat responsable, un débat courtois, comme on sait si bien le faire, n'est-ce pas, dans nos différents partis. Nous commençons avec les différentes questions, les différentes thématiques, la participation politique des jeunes, la place et contribution des jeunes dans la dynamique des partis politiques, l'engagement citoyen dans le débat démocratique en Côte d'Ivoire et les défis et l'insertion professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire. Nous commençons avec vous, Monsieur Aka Malan Defort. Pensez-vous que dans votre parti, les jeunes sont à leur place? Alors, j'aimerais d'entrée vous remercier d'avoir associé la Ligue des jeunes à cette émission. Du PPACI? La Ligue des jeunes, bien sûr, du PPACI à cette émission qui vient pour traiter les questions de la jeunesse dans un contexte politique assez tendu à l'approche de la présidentielle d'octobre 2025. Alors, nous sommes tous conscients qu'il y a urgence. Urgence parce que qui parle d'élection parle des jeunes, parle de la population statistique qui concerne les jeunes. Et donc, si on parle d'urgence, c'est qu'il y a urgence sur la sécurité des jeunes. Et bien entendu, urgence sur le traitement réservé à leur opinion politique. C'est pourquoi, d'entrée, dans cette première prise de parole, j'aimerais rendre hommage à un jeune qui, comme moi, de par son opinion politique, a été enlevé depuis 48 heures à son domicile, saccagé. Depuis lors, le camarade Zighi Ibrahim, que vous voyez sur cette photo, est introuvable. Ses proches sillonnent tout le commissariat du district d'Abidjan. Sa mère a visité les unités spéciales de la police, telles que la DITT, la PLCC, la DST, à l'effet de savoir où est son fils. Mais jusqu'à présent, il n'a pas encore de résultat. Et pourtant, une source journalistique proche du parti au pouvoir a annoncé que Zighi a été bien interpellé, avec photo à l'appui qu'il a été interpellé. Alors, face à cette situation d'état de non-droit, j'aimerais, devant toute la nation ivoirienne, appeler à ce que les droits de notre camarade Zighi soient respectés. Et ce n'est pas le premier cas. Bien avant lui, il y a eu le camarade Gala Colibri, ici présent, qui était membre de la direction du PPACI, qui a été, lui aussi, à son domicile, enlevé brutalement, manu militari, dans des conditions irrégulières, conformément au code pénal.
et ce n'est pas normal. Alors, nous sommes ici pour parler de la question de l'intéressement des jeunes à la politique. Mais bien évidemment, vu cette situation, il est indéniable que les jeunes ne puissent pas s'intéresser à la politique dans ces conditions-là, surtout pour le peu qui ont le courage de pouvoir s'exprimer publiquement. Pour revenir à votre question, vous savez, on peut analyser la place de la jeunesse du PPACI au sein de nos partis politiques sur 3 axes. Allez-y. Le premier axe, c'est au niveau de la participation à la vie du parti. Le deuxième axe, bien évidemment, on va parler de leur représentativité au niveau de l'ensemble des organes du parti. Et le dernier axe, c'est au niveau de leur leadership. Concernant le premier axe sur la participation active des jeunes à la vie des jeunes du parti, la Ligue des jeunes, ou disons la jeunesse du PPACI, occupe une place centrale dans le dispositif du PPACI. Bien évidemment, elle joue un rôle de mobilisation, c'est une force de mobilisation, mais aussi une force de proposition. Une force de mobilisation parce que c'est l'avant-garde de notre combat politique. Vous allez voir que dans toutes nos manifestations politiques, les jeunes mobilisent parce qu'il y a un réel engouement à la chose politique et aux idéaux du PPACI. Vous allez aussi voir que les jeunes participent à la conception de la stratégie globale et des stratégies à déployer dans les différentes commissions du parti. J'en veux pour preuve le livre du projet de société du PPACI qui est sorti récemment. Les jeunes ont participé à tous les travaux techniques, aussi bien dans les commissions techniques qu'au niveau du comité de coordination des travaux. Très bien. Donc, je veux dire que c'est une preuve palpable. Au niveau de leur représentativité sur l'ensemble des organes, vous allez trouver des jeunes de moins de 35 ans qui sont membres du secrétariat général du parti. J'en veux pour preuve la SNT Eden Zadelova. SNT, ça veut dire quoi? Secrétaire national technique. Eden Zadelova, vous allez trouver le secrétaire national technique Oula Ansel, qui sont membres de la direction du parti, hormis la Ligue des jeunes. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, le PPACI a tout ce qu'il faut pour pouvoir séduire les jeunesses, et la jeunesse ivoirienne. Très bien, merci beaucoup à Kamalan Defort qui réagissait donc à la première question posée. La même question vous revient. Je rappelle que vous êtes Yeo Dengi Mani, directeur de cabinet du président des jeunes du RHDP. Alors merci. D'entrée, je voudrais remercier la chaîne pour l'opportunité qu'elle donne à la jeunesse du RHDP. Avec votre plaisir, notre plaisir. Pour donc donner sa position sur l'actualité politique et des questions qui concernent la jeunesse. En prenant donc la parole, c'est un sentiment qui m'anime. J'aurais dû certainement, en venant ici, apporter également la photo de Choupapi, qui est actuellement incarcéré, pour montrer qu'effectivement en Côte d'Ivoire, dès l'instant où on se rend donc complice d'actes délictueux, naturellement la justice s'abat sur soi. Alors, premier élément. Deuxième élément, je voudrais très sincèrement, donc, pour répondre à votre question, revenir sur la place centrale qu'occupe la jeunesse du RHDP donc, dans la vie du parti. Alors, cette place se perçoit déjà au niveau du secrétariat exécutif, qui est donc, on va dire, la structure opérationnelle dans la vie du RHDP. Et les jeunes ont la chance d'occuper une place de choix dans ce secrétariat, en ce sens qu'ils ont donc l'opportunité de siéger et de prendre des initiatives qui comptent dans la marche du parti. Et j'en veux pour preuve l'une des dernières initiatives que la jeunesse a portée et qui finalement a été une activité phare du parti. C'était donc le 26 août dernier, lorsque les jeunes de Côte d'Ivoire, donc dans leur grande majorité, et les jeunes du RHDP en particulier, ont donc décidé de sauver de l'oubli le dépôt de candidature du président Alassane Ouattara. Et on a vu l'élan militant qui s'est donc fait autour de l'événement. Et donc finalement le parti lui-même a accompagné les jeunes et l'activité a été un franc succès. Et il faut aujourd'hui, on parle aux jeunes, il faut leur parler avec beaucoup de responsabilité. Notre pays, depuis 2011, a fait un bond qualitatif en avant en termes donc de liberté d'expression et en termes donc de respect de l'état de droit. Et venir sur un plateau le dénier, c'est nous plonger dans des débats qui aujourd'hui n'intéressent plus les jeunes. Alors, notre loi fondamentale en Côte d'Ivoire est claire sur la question. La loi fondamentale en Côte d'Ivoire garantit la liberté d'expression. Mais au même moment, cette liberté, elle est balisée. La loi dit en Côte d'Ivoire, vous avez donc le droit de parler, mais dans le respect de la loi.
Vous avez le droit de vous exprimer sur des questions d'intérêt, mais dans le respect des droits d'autrui. Vous avez le droit de prendre position, mais dans le respect de l'ordre public. Vous avez le droit d'avoir des opinions, mais dans le respect de la sécurité nationale. Et donc, chaque fois que des personnes vont, au nom de la liberté, enfreindre ces principes naturellement, la justice fera son travail. Et je ne suis pas là forcément pour m'ériger en porte-parole de la justice, mais je voudrais, en toute humilité, donc parler aux jeunes en toute responsabilité. Nous sommes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur TikTok, c'est vrai, on donne donc des opinions sur des questions d'intérêt, mais il faut pouvoir le faire avec beaucoup de responsabilité. Quand cela est dit, je termine par la place centrale donc, de la jeunesse du RHDP dans la marche du parti. Vous vous souviendrez, lors des pré-congrès du RHDP dernièrement, de juin à mai, dans nos différentes régions politiques, les jeunes se sont mobilisés pour prendre toute leur place dans les réflexions qui se sont déroulées donc, à la faveur de ces pré-congrès. Et à Ebimpe également, on a pu voir sur les plus de 100 000 militants mobilisés, on avait pas moins de 80% qui étaient jeunes. Très bien. Et ils l'ont encore démontré dernièrement pour accompagner le président déposer sa candidature. Très bien. Pascal, question aux deux. Oui, sur le cas Ziggy, puisque M. Aka a embouché la trompette sur ce sujet-là avant de répondre à votre question. Un commentaire rapide et puis une question. Alors un commentaire rapide, c'est que nous tous ici, en tout cas moi particulièrement, nous sommes friands d'exprimer qu'une arrestation reste un acte qui est, je dirais pas normal, mais qui est possible dans une démocratie. Je pense que c'est regrettable que quand cela doit arriver, ça se fasse dans ces conditions-là. Aujourd'hui, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faudrait qu'on emploie le conditionnel aussi dans nos prises de parole, parce que quand on dit « il a été arrêté Manu Militari », on est parti à tel ou tel endroit et qu'on ne l'a pas trouvé, je pense qu'il faut avoir des attitudes les plus républicaines et les plus légalistes possibles. Il appartient à ceux qui sont en recherche de ce jeune homme dont je déplore vraiment avec la plus grande vigueur cette façon qu'il a eu de disparaître volontairement, involontairement, avec si les forces de l'ordre sont impliquées, si elles ne le sont pas, tout ceci reste au conditionnel. Mais au cas où ce serait une action de nos autorités policières ou autres, j'aimerais vraiment qu'on sorte de cette spirale d'arrestation de ce type-là. Mais encore une fois, je le redis, ce commentaire-là, c'est qu'il faut employer le conditionnel. Et il faut utiliser les moyens que met à la disposition notre République. Nous avons un procureur de la République qui est là pour agir pour le peuple, comme cela l'indique. Donc il faut le saisir, il faut vraiment que les jeunes montrent l'exemple pour dire, de ne pas se promener d'institution ou de commissariat en commissariat, et de saisir le procureur et de demander à l'autorité compétente de façon formelle où se trouve un individu, quel qu'il soit, politique ou pas, dans cette République-là, quand on ne le retrouve pas. Ceci étant dit, je me réjouis de leur vitalité démocratique, et aujourd'hui ma question c'est, aujourd'hui, pourquoi eux se sont intéressés à la politique? Je vois que pour M. Aka, par exemple, ça fait plus de 10 ans qu'il est dans la politique. Quelle est l'efficacité aujourd'hui de son engagement et comment il veut être perçu par les jeunes qui nous regardent aujourd'hui pour qu'on ne dise plus les anciens sont en arrière et les jeunes sont naïfs ou manipulés? M. Aka? Alors, et ça vaut pour les deux. Alors, vous avez dit un thème qui est assez essentiel. La manipulation, l'instrumentalisation. Alors, au PPACI, nous avons fait de la formation politique un leitmotiv. Et c'est bien pour cela que nous marchons dans les pas du président Laurent Gbagbo. Les jeunes sont manipulés parce qu'il n'y a pas de cadre de discussion, de formation et surtout de débat démocratique. Vous voyez un peu. Aujourd'hui... Le débat démocratique, c'est-à-dire? De débat démocratique à l'intérieur des partis politiques. Ah, très bien. Bien sûr. Parce que vous allez prendre... Il y a des cas qui existent. En juin 2019, par exemple, il y a des jeunes qui sont allés verser un liquide qui s'apparente à du sang devant la résidence du président Henri Konan Bédié. Après que le président Henri Konan Bédié, le président Henri Konan Bédié, ait tenu des critiques contre le parti au pouvoir. Et ces derniers-là ont eu à tenir un discours devant sa résidence comme quoi que c'est parce qu'il a tenu des propos... des critiques contre le président de la République qui sont venus verser du sang.
Mais ces derniers-là, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Quand des jeunes montent dans un baka d'hiver, pendant que des manifestants, des populations ivoiriennes usent de leurs droits constitutionnels, notamment l'article 19 et l'article 20, qui garantit à tout Ivoirien sa liberté de pouvoir exprimer son opinion politique. Publiquement, peu importe la manière, enfin, publiquement, bien évidemment, c'est encadré par la loi. Quand ces derniers-là vont s'attaquer à ces Ivoiriens qui manifestent leurs droits constitutionnels, c'est de la manipulation. Et c'est pourquoi nous, au PPACI, nous faisons de la formation, je vais dire un cadre assez important, parce qu'un jeune qui est mal formé, il finit comme les jeunes de Bakaver, il finit comme les jeunes, par exemple, on a vu un groupe de jeunes qui se sont permis de menacer des prêtres. En janvier 2020, les prêtres de l'Église catholique avaient projeté une marche pacifique pour la paix. Ce n'était même pas une action assez virulente ou bien menaçante. Mais on a vu des jeunes qui sont levés au nom du parti au pouvoir pour menacer les prêtres, comme quoi que si les prêtres font cette marche-là, ils vont les trouver dans la rue. Les vidéos existent. C'est de la manipulation. Et c'est ce que nous dénonçons. Nous disons que dans un parti politique, quand on ne privilégie pas un cadre de formation et de débat, de discussion pour former les jeunes, on finit toujours comme ça. C'est pourquoi vous n'allez pas voir les jeunes du PPACI mener ce genre d'action. Très bien. Voilà. Très bien, on va écouter donc, le directeur de cabinet. Oui, allez-y. Alors, avant de répondre à votre question, permettez que je puisse rétablir les faits. Allez-y. Je me réjouis que mon ami Malan du PPACI ici présent donc, accorde une place d'honneur à la formation dans son parti. Je veux vraiment l'encourager dans ce sens, parce que si formation il y avait, les dérives qu'on constate aujourd'hui, notamment avec la jeunesse du PPACI, je pense qu'on aurait pu donc être épargné. Alors l'autre élément, le déni de démocratie, c'est au PPACI. Vous avez un parti qui a été incapable d'organiser les élections donc de la Ligue des jeunes. Et le président du parti a dû nommer quelqu'un qui n'est pas jeune, qui aujourd'hui donc conduit les activités de ce parti. Vous avez un parti où quelqu'un... Il conduit les activités de la Ligue des jeunes. De la Ligue des jeunes. Quelqu'un, pour avoir donc à un moment donné exprimé une opinion contraire, a dû claquer la porte du parti pour avoir droit de citer. En l'occurrence, M. Awadon Melo. Donc le déni donc, de démocratie, c'est au PPACI. Et il y a un logiciel aujourd'hui qu'il faut désinstaller. La manipulation des jeunes sous le régime FPI dans sa nouvelle version PPACI de 2000 à 2010, c'est derrière nous. Aujourd'hui, avec la gouvernance actuelle, les jeunes, leur place donc, qui leur est dévolue et donc on leur reconnaît, c'est comment on les implique dans la gouvernance donc, du pays. Et on a donc des preuves matérielles de jeunes aujourd'hui en responsabilité et qui chaque jour travaillent à pouvoir apporter des réponses concrètes aux préoccupations des autres jeunes. Donc à un moment donné, il faut pouvoir changer de narratif. On nous sort donc des histoires de Bakaver. Je voudrais donc qu'il nous apporte la preuve ici qu'il a pu identifier les personnes qui étaient à l'intérieur et que ces personnes seraient d'un parti qu'il semble indexer ici. Donc, à un moment donné, il faut être beaucoup plus responsable dans les propos. Très bien. Alors, pour revenir à la question qui m'a été posée, le sens donc de mon engagement, je pense, et beaucoup de jeunes avec moi, que l'engagement politique, c'est un vœu pieux qu'on émet pour sa communauté. On vient en politique parce qu'on porte un idéal. Et cet idéal, en tant que jeune, certainement, dans un premier temps, il est porté par des leaders en qui on se reconnaît par leur façon de faire. Aujourd'hui, ça me désole de faire le constat qu'on a le sentiment d'avoir deux Côtes d'Ivoire qui se regardent donc en face. Une Côte d'Ivoire en laquelle nous croyons, c'est cette Côte d'Ivoire donc des jeunes au travail parce qu'ils ont pris conscience de leur responsabilité dans la marche du pays. C'est cette Côte d'Ivoire qui pense que on a pu à un moment donné avoir une histoire qui ne soit pas belle par endroits, mais il faut pouvoir tirer les bonnes leçons de ce passé pour effectivement donc donner toute sa chance à la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le développement. Daouda. Merci beaucoup Christelle. Tout à l'heure j'ai entendu Malan nous dire qu'au PPACI, nous au PPACI, la formation est notre leitmotiv. Que ce soit pour le PPACI ou pour le RAGP, je mets la formation en doute dans ces deux partis. Pourquoi? Allez-y. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que les différents militants de ces deux partis, c'est les adeptes tout crachés de l'injure publique. Des fake news, des menaces. Il suffit que, je pense qu'on est tous sur ce plateau-là, que ce soit Herman ou moi, quand c'est Herman qui dit quelque chose, il est attaqué en règle. Quand c'est moi ou Élisée ou quelqu'un d'autre qui dit quelque chose, il est attaqué en règle. Donc quand vos militants
PPACI et RHGP, ça donne à ce type de pratique, finalement, est-ce qu'ils sont force de construction ou bien, finalement, dans vos formations, c'est des guerriers numériques que vous nous formez? Je commence par vous, M. Malan. Alors, M. Daouda, j'aimerais vous dire que chaque personne est responsable de ses propos. Hein. Alors, vous êtes sur un plateau en tant que chroniqueur, vous formulez des critiques à l'endroit des leaders politiques, des responsables politiques. Souvent même, à plusieurs reprises, il a été décrié, en tout cas par les participants, que vous avez eu à tenir une attitude pas tellement courtoise avec ces derniers-là. Donc, donnez-moi un cas. Non, on va pas personnaliser le débat. Non, comme il le personnalise, je vais lui donner un cas. Non, personnalise pas. Non, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais donc vous n'êtes pas dans le vrai. Vous donnez un cas. S'il vous plaît, monsieur. Si vous ne donnez pas un cas, vous n'avancez pas. Daouda, non. Donnez un cas. Si je ne donne pas un cas, je n'avance pas. Non, donnez un cas. On va être plus simple. Je vais revenir au débat. Donc donnez un cas. Ce que je voulais dire, la fin des dieux, mais je vais revenir au débat. Non, revenons au sujet. Restons courtois. Je vous en prie, messieurs. On va rester sur le débat. Allons-y, oui. Voilà. Donc, je dis que vous, en tant que chroniqueur, vous êtes responsable de vos propos. Et quand vous formulez des critiques à l'endroit des leaders politiques, et que vous les formulez mal, mais c'est normal en tant que personnage public que vous vous attendiez à des réactions au niveau du peuple. Cela n'engage en rien le PPACI et son président Laurent Gbagbo. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais dire. Très bien. Et ça ne met pas en doute le fait qu'au niveau du PPACI, nous faisons de la formation... enfin, nous mettons la formation politique, voilà, un credo ou voilà, une place de choix dans le dispositif d'encadrement de la jeunesse. C'est un peu ce que j'aimerais dire sur ce qu'il a dit. Normalement, il n'a pas posé de questions, mais j'avais voulu... J'ai posé une question justement, peut-être sûrement que vous ne voulez pas y répondre. Je vous ai posé la question suivante. Est-ce que finalement, au sein de vos différents partis politiques, est-ce que ce sont des militants citoyens que vous formez ou des guerriers numériques que vous formez? Parce que je vais aller encore plus loin dans la question pour vous permettre d'être plus large. Quand des gens se réclamant du PPACI disent clairement, Daouda, quand on va le voir dans la rue, dans les embouteillages, on va lui jeter un cocktail Molotov pour le brûler vif. Il se réclame. Mais je n'ai jamais dit qu'il est membre du PPACI. Mais non, attendez. Donc pour ça, parce que j'ai donné un avis sur un plateau... Non, s'il vous plaît. Je vais finir, puis vous allez prendre la parole. Vous estimez que parce que j'ai donné un avis sur un plateau, ça mérite qu'on me brûle vif dans les embouteillages? D'accord, je peux répondre à votre question? Bien sûr. Allez-y. Ce que je dis, que vous devez retenir, c'est que quand vous posez une question sur la base d'une affirmation qui n'est pas vérifiée. Qu'est-ce que j'appelle affirmation qui n'est pas vérifiée? C'est que vous dites que vous avez entendu des personnes parmi les 30 millions d'habitants, des individus parmi les 30 millions d'habitants qui constituent la Côte d'Ivoire, vous menacer, je ne sais pas où sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas me porter garant pour défendre des gens ou des choses que je n'ai pas vues. Ou disons, des personnes qui ne sont pas membres dont on n'a pas la preuve qu'ils sont membres du PPACI. Si vous me dites aujourd'hui que M. Blaise Lasp, ou bien M. Prince Arthur Dali, ou bien M. Damana Picasse, ou bien même M. Lago Fabrice, vous a dit ceci, ou bien vous a menacé dans la rue, je peux me porter garant pour dire le pourquoi. Très bien. Ou pour le défendre. Merci. Mais je ne peux pas me baser sur ce que vous avez entendu dans un taxi ou bien dans un yango où vous étiez, pour ne pas faire de la publicité. Pour dire que voilà, c'est forcément les militants ou c'est la formation qu'on nous inculque au PPACI. Très bien. On va écouter donc la réaction de monsieur du RHGP. Allez-y. Alors, je ne suis pas très confortable avec un élément de réponse de mon frère Malan qui m'a semblé, à l'entame donc du débat, prendre position pour un activiste qui aurait été arrêté de façon injuste. Et là, il vient de nous dire qu'il n'est pas responsable des propos que tiennent certaines personnes, quand bien même que cette personne soit donc militante du PPACI. À un moment donné, il faut pouvoir être vraiment, je vais dire, très, très correct dans notre posture. Ou bien, on est, on va dire, défenseur de l'état de droit, et donc, pour tous les militants, qu'ils soient du parti au pouvoir ou du PPACI, on réclame l'égale application du droit, ou bien on se garde donc d'aborder ces questions. Premier élément. Deuxième élément, pour répondre à la question de Daouda, je voudrais rappeler qu'en mars 2025, j'étais à Daloa à une formation avec donc des jeunes du mouvement des étudiants républicains de Côte d'Ivoire qui m'avaient invité. Et la formation avait porté sur la communication aujourd'hui telle qu'on la voit. Et j'avais insisté sur le fait qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a donc
un canal donc, par excellence pour pouvoir prendre position et donner un sens à notre engagement politique, défendre des causes sociales, défendre même des causes économiques. On a beaucoup de jeunes frères aujourd'hui qui font du commerce sur ces réseaux-là. Mais après, il faut éviter donc de considérer ces canaux comme un mécanisme de libertinage. Et donc, on peut effectivement les exploiter à bon escient sans tomber donc, dans le libertinage. Et cela appelle de la part des jeunes beaucoup de responsabilités. Donc vous aussi vous faites de la formation, votre credo. J'ai dit ce jour-là, et ceux qui me suivent pourront donc s'en souvenir, je dis, je me vois mal en train d'aller défendre un jeune du parti au pouvoir qui a tenu des propos désobligeants. Parce qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara nous donne tous les arguments dans tous les domaines pour mener des débats sérieux, des débats structurés, sans tomber donc dans des menaces. Ça n'a pas de sens. Donc voici notre position sur la question. Très bien. D'un relance et on passe à Pascal. Non, je vais juste poser une autre question sur l'insertion des jeunes, parce que je ne vais pas m'attarder sur ça. L'idée, c'est que, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui estiment qu'on ne peut pas avoir du travail aujourd'hui en Côte d'Ivoire sans qu'on ne soit pistonné politiquement. Si on n'a pas un piston quelque part, on n'a pas de position, tout et tout, on n'a pas de financement. Vous, RHGP, quelle est votre analyse sur cette question-là? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui le disent. Allez-y. Beaucoup de jeunes, comment on les estime? Avant de répondre à la question, je voudrais quand même situer les faits. Alors, le président Alassane Ouattara prend le pouvoir en 2011 dans un contexte où le pays donc, a connu une grave crise. On est sorti pratiquement de 10 années de crise. Et donc, pendant 10 ans, on a eu en Côte d'Ivoire des jeunes qui sont restés sans perspective. Et donc, l'accumulation de ce stock de jeunes demandeurs d'emploi fait que, en 2010, on se retrouve avec près de 4 millions de jeunes en quête donc on va dire de perspectives d'insertion. Et donc, dès la prise du pouvoir, plusieurs mécanismes. Donc, quand je dis mécanismes, ce sont des programmes, des projets qui sont mis en œuvre pour que ces jeunes puissent pouvoir retrouver espoir donc, en leur pays. Et c'est à travers l'Agence d'emploi jeunes, c'est à travers des projets comme Timo qui sont mis en place, Agir, ainsi de suite, qui permettent donc aujourd'hui d'insérer plus de 3 500 000 jeunes, dont plus de 1 400 000 emplois formels qui ont été créés. Maintenant, la question sur l'engagement qui préside donc aux initiatives, il faut avoir un engagement au RHDP avant d'avoir un emploi, pour moi, c'est un faux débat. Puisque, en tant que militant, je suis régulièrement sur le terrain. Et très souvent, on a des jeunes qui, quand bien même qu'ils sont militants, estiment que, bon, ils échouent à des concours. Vous voyez? Donc, s'il y avait un mécanisme automatique qui faisait que dès l'instant où vous êtes militant du RHDP, toutes les portes vous sont ouvertes, ces jeunes n'allaient pas se plaindre. Donc, pour moi, c'est un faux débat. Monsieur Akamalan, votre vision justement sur l'insertion professionnelle en Côte d'Ivoire. J'aimerais dire... Non, je vais revenir sur un élément qu'il a eu à dire. Allez-y. C'est qu'il disait tantôt que dès l'accession au pouvoir de M. Alassane Ouattara, les jeunes n'avaient pas d'emploi. Bien évidemment que... en tout cas, il y a plein de jeunes qui n'avaient pas d'emploi parce que ces derniers avaient été instrumentalisés au fin d'une rébellion armée qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Pendant que le président Laurent Gbagbo s'attelait à trouver des stratégies, à réfléchir pour trouver des emplois aux jeunes, on a un camp ou une catégorie d'Ivoiriens qui armait des jeunes pour s'attaquer aux institutions de la République. Donc, normal que quand le président Alassane Ouattara arrive au pouvoir, il trouve des jeunes sur le carreau qui n'aient pas d'emploi. Ça, c'est vraiment un élément sur lequel j'avais voulu insister. Pour revenir sur l'opinion de certains jeunes, la question est très pertinente, disant que quand on n'a pas quelqu'un dans le pouvoir ou au pouvoir, on ne peut pas facilement avoir un emploi. Bien évidemment, ce ressenti-là est devenu encore plus persistant en septembre 2024. Je vais revenir sur un fait. Où des cadres du parti au pouvoir, qui sont des agents de l'État, des fonctionnaires, ont mis en place un projet qu'on appelle e-emploi. Un projet qu'on appelle e-emploi. Et comment ils ont justifié la mise en place de ce projet? Ils ont dit que eux, en tant que parti au pouvoir, en tant que RHGP, il était important qu'ils puissent trouver de l'emploi à leurs militants. Et figurez-vous qu'ils ont créé une plateforme où, pour pouvoir candidater aux offres d'emploi, il fallait rentrer ou renseigner dans un formulaire sa carte de militant du RHGP. Le e-emploi dont vous parlez? Oui, du e-emploi dont je parle. Je ne suis pas en train de dire... Donc, sur quelle plateforme? Oui, la plateforme existe encore en ligne. Le responsable. Oui, tout à fait. Voilà, M. Karim Ouattara, je pense que c'est lui qui était le commissaire général du projet.
Je vais revenir. Ça n'a rien à voir avec Karim Ouattara. En tout cas, Alors, c'est pas Vous aurez le temps de réagir là-dessus, rassurez-vous. Monsieur Karim Ouattara a fait une conférence de presse publique où il a défendu le projet. Donc, je peux dire qu'il est parmi les organisateurs, mais ce n'est pas là le plus important. Ce que je veux dire, c'est le ressenti des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens. Vous savez, dans la Constitution, il y a l'article 14 qui dit qu'aucun Ivoirien ne doit être ignoré sur la base